Face à elle, votre rendez-vous politique. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci Margot. Le Face à elle de ce soir porte parfaitement son nom puisque sur notre plateau, nous avons les deux finalistes de l'élection législative de la 8e circonscription des Yvelines. Françoise Descamps-Cronier pour le Parti Socialiste qui est arrivé en tête avec 13 395 voix, soit 35,78% des exprimés. Cécile Dumoulin avec 11 441 voix, soit 30,56% des exprimés. Le débat entre les deux tours va aborder les thèmes importants de notre société que sont l'emploi, l'éducation des jeunes, de nos enfants notamment, la sécurité et la vie dans nos quartiers. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Le tirage au sort a voulu que madame Dumoulin s'exprime en premier, que madame Descamps s'exprimera en dernier lors de cette émission. Alors l'emploi, un enjeu hautement important pour l'avenir de notre société. Sur quel levier agir? Les seniors, les jeunes, les moins diplômés? Et surtout, comment et pour quels résultats, Madame Dumoulin? Oui, je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, remercier tous les électeurs qui ont voté pour ma candidature. Ça montre effectivement, c'est la récompense du travail que j'ai fait depuis que je suis députée. Et écoutez, des propositions qui sont faites. Et donc, j'appelle à la mobilisation, effectivement, pour le deuxième tour. Pour répondre à la question qui a été demandée, c'est une question importante. L'emploi, c'est une priorité nationale. Et c'est vrai qu'on a un taux de chômage qui a augmenté, mais je pense qu'en France, on s'en est un peu mieux sorti que dans d'autres pays où, comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal, je peux citer aussi les États-Unis, pas les États-Unis, excusez-moi, la Grande-Bretagne et l'Irlande. Et ça, c'est grâce aux mesures aussi qui ont été prises, notamment pour une meilleure indemnisation du chômage partiel. Et je dois dire, dans ma circonscription, il y a 2 entreprises que j'ai été visiter qui ont pu en bénéficier. L'entreprise Selmer, notamment, et l'entreprise qui est sur le territoire de Madame Descamps, l'entreprise Johnson Control. Je ne sais pas si vous avez été les voir, mais moi, j'y suis allée. Ils m'ont dit, heureusement, que cette mesure a été mise en place. Autrement, ça aurait été énormément de chômage qui aurait été très, très pénalisant pour l'entreprise. Vous savez, moi, dans ma permanence, je rencontre beaucoup de jeunes qui viennent me voir, des moins jeunes, parce qu'ils veulent un emploi. Ils veulent être employés par la municipalité. Or, le secteur public ne peut pas embaucher tout le monde. Ça, c'est une certitude. On a déjà des dépenses trop importantes. Et ces jeunes, ils n'ont pas de formation. Or, pour avoir une formation, pour avoir un emploi, il faut avoir une formation. Il y a la loi sur les universités qui a été importante, à mon avis, parce qu'elle permet de avoir un lien beaucoup plus important avec les entreprises. Trop de formations universitaires forment un savoir et pas forcément un métier. Donc cette réforme, avec ce lien beaucoup plus important sur les entreprises, le monde du travail, permettra, j'imagine, au moins pour les plus diplômés, d'être beaucoup plus opérationnels sur le terrain de l'emploi. Moi, je crois très fortement à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelque chose d'essentiel. En France, on a perdu beaucoup d'emplois industriels et aussi, je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez misé sur l'apprentissage. En Allemagne, à peu près plus de 30% des salariés passent par l'apprentissage. En France, on a simplement 7%. Et il faut aller beaucoup plus vers l'apprentissage. La proposition du président Hollande m'inquiète énormément parce qu'il veut redonner aux régions l'organisation de l'apprentissage. C'est une de ses dernières propositions. Quand on voit que les crédits de la région Île-de-France ont baissé de 16 à 13%, on a vraiment de quoi être inquiet. Et moi, je pense que, comme en Allemagne, il faut donner aux entreprises la possibilité de créer leur propre CFA, parce que c'est eux qui connaissent vraiment le monde du travail, et de créer cette possibilité, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Le secteur public, il doit aussi s'engager plus fermement dans l'apprentissage, et j'ai fait un rapport en ce sens. Et vous savez, nous, à la ville de Mantes-la-Jolie, on a recruté beaucoup de contrats aidés. Normalement, dans le contrat aidé, il y a une formation, mais qui n'est pas toujours faite. Il y a des jeunes même qui la refusent, qui n'y vont pas. On aurait beaucoup plus intérêt à recruter en apprentissage. Ces jeunes, à l'issue de leur contrat aidé, ils auraient une formation, ils seraient beaucoup plus opérationnels sur le secteur de l'emploi. Sur les seniors, vous savez que les propositions de l'UMP allaient vers un allègement de charges totales pour une suppression même de charges pour l'embauche des seniors. Ça, c'est quelque chose d'important parce que trop de personnes arrivées à un certain âge sont exclus de l'emploi, et ça me paraît quelque chose qui est essentiel. De façon générale, il faut renforcer la compétitivité des entreprises, il faut baisser les charges sociales. On va revenir sur la compétitivité des entreprises juste après. Madame Descamps.
Oui, alors je voudrais d'abord dire que face à Cécile Dumoulin, candidate de l'UMP et de la droite, eh bien, au deuxième tour, je serai la candidate non pas simplement du Parti socialiste, mais des écologistes aussi, de la gauche, du Rassemblement de la gauche et des démocrates de progrès. Donc je crois que c'est important à dire, puisque effectivement, il y a des étiquettes politiques. Et quand on est député, on a un rôle national, on est dans des groupes, et on vote les lois avec son groupe. Et localement, il ne faut pas que la réponse soit en divergence avec ce qu'on a voté, puisque effectivement il y a la parole et l'acte. Il faut que l'acte au niveau national soit le même qu'au niveau local. Donc ça, alors pour répondre à ma question, bien sûr, je vais répondre à votre question. D'abord, l'emploi effectivement est une grande priorité, puisque François Hollande dans la campagne présidentielle donc, du candidat Hollande l'avait placé en premier, ainsi que la jeunesse. La jeunesse était une priorité, une grande cause nationale aussi. Donc on a un chômage qui a effectivement été de plus en plus important, avec effectivement 1 million de chômeurs en plus, 1 million de chômeurs en plus en 5 ans, ce qui représente quand même un pourcentage très important. Et avec nous, en même temps dans notre circonscription, eh bien, un taux de chômage encore plus important, non pas dans les Yvelines puisqu'il est moindre, mais dans notre secteur géographique. Notre circonscription, la 8e, 3 cantons, je rappelle, c'est comme une mini-Île-de-France, un secteur rural, un secteur périurbain et un secteur très urbain, avec un quartier, notamment le Val-Fouré. Et là, le chômage a beaucoup évolué et est très important. C'est pour ça que, et notamment le chômage des jeunes. Et c'est pour ça que l'emploi doit effectivement être notre priorité. Quelle est la priorité? Quelles sont nos priorités? Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et on ne s'adresse pas simplement aux jeunes ou aux seniors ou aux personnes qui n'ont pas de qualification. On s'adresse finalement, le discours s'adresse à tout le monde. Parce que le problème de l'emploi, il est une cause importante pour tout le monde. Alors, pour les jeunes et les seniors d'ailleurs, on propose, nous, les contrats de génération qui permettent d'avoir dans le même temps, eh bien, à la fois un senior qui apprend le métier aux jeunes et le jeune qui se forme auprès du senior. Ce qui fait que le senior qui part à la retraite, d'abord a déjà la satisfaction de voir arriver avant son départ en retraite la personne qui va lui succéder, et par ailleurs, il aura été le formateur, le tuteur de ce jeune. Donc on a en même temps deux emplois sur le même poste, et donc ça paraît plutôt quelque chose d'intéressant. On a aussi les emplois d'avenir, 150 000 emplois d'avenir qui sont proposés dans les engagements de François Hollande, et notamment, alors on va peut-être y revenir tout à l'heure puisqu'il y aura sur la vie des quartiers, mais notamment ciblés sur les quartiers en difficulté et dans des zones rurales qui connaissent aussi des problèmes. Donc les contrats, les emplois d'avenir. Et puis c'est la formation, réfléchir et agir en termes de formation, à la fois dans l'entreprise, formation dans la recherche d'un emploi aussi, de façon plus active que ce qui est fait à Pôle emploi. Parce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Cécile Dumoulin tout à l'heure, en disant les collectivités locales peuvent plus ou peuvent pas employer tout le monde. Bien sûr qu'elles peuvent pas employer tout le monde. Mais en même temps, avec la révision générale des politiques publiques que l'État a souhaité mettre en œuvre dans les collectivités locales, ça veut dire pas de remplacement, le remplacement d'un fonctionnaire sur 2 simplement, effectivement, on a des problèmes dans les services publics. Et c'est pour ça aussi qu'on a des files d'attente dans certains services publics. Et puis des services publics dégradés. On va peut-être y revenir tout à l'heure sur l'éducation, dégradés aussi en matière de santé. Et là où il pouvait y avoir de l'emploi, parce qu'il y a difficulté et il y a manque de personnel, eh bien, c'est pas possible. Alors, il y a une réforme qui a été votée en décembre 2010, le 16 décembre 2010, la réforme territoriale, et sur laquelle nous reviendrons bien sûr, et qui finalement empêche l'investissement, puisque la clause de compétence générale est retirée. Ça veut dire que la région et le conseil général notamment, eh bien, ne peuvent intervenir que dans leur bloc précis de compétences. Et c'est la fin des financements croisés, que moi j'appelle toujours des financements partagés, des cofinancements, parce qu'effectivement, croisés, ça veut dire quoi? On n'y comprend rien, c'est mélangé, mais non. Moi qui suis maire déjà, eh bien, je comprends que quand j'ai 2 financements, c'est mieux qu'un. Et donc c'est des financements partagés et qui permettent l'aménagement du territoire et notamment la construction des équipements. Et si on peut construire des équipements, c'est bien parce qu'on a des partenaires qui s'associent aux communes pour permettre la construction de ces équipements. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le bâtiment, travaux publics, eh bien, ça crée de l'emploi. Et là, avec cette réforme, eh bien, à terme, c'est effectivement des secteurs qui sont déjà un peu en difficulté, qui le deviennent davantage. Alors, sinon, il y a bien d'autres mesures, mais là, vous parliez simplement des jeunes et des seniors, et notamment aussi des formations
formation, des jeunes sans formation. Sans formation. On peut y revenir parce qu'il y a des propositions dans les engagements de François Hollande. Moi, j'ai bien envie de vous faire réagir sur une chose, c'est qu'à vous entendre, on est beaucoup sur le secteur public, c'est-à-dire c'est l'investissement, c'est l'État qui met les moyens pour créer de l'emploi, mais sur le secteur privé, on fait quoi ? Je suis peut-être en avance du temps, non, j'ai peut-être parlé beaucoup. Il n'y a pas de souci, vous êtes à égalité, alors allez-y. Alors, non, dans le cadre du bâtiment travaux publics, c'est des entreprises privées qui travaillent des fois pour le compte des collectivités locales, mais qui travaillent aussi pour des entreprises qui travaillent aussi dans le cadre de la construction de logements, de l'immobilier, que ce soit l'accession à la propriété ou que ce soit dans le cadre du logement social. Et on sait très bien qu'il y a un fort déficit en logement et qu'il y a surpopulation dans les logements sociaux, en règle générale. Donc, il y a à construire. Et puis, il y a un parcours résidentiel. Et le parcours résidentiel, c'est l'accession à la propriété. Donc, si effectivement, on arrive à donner cette possibilité aux entreprises de fonctionner, eh bien, alors, il y a une autre question sur laquelle on reviendra peut-être aussi, c'est le problème de l'accès au marché. L'accès au marché, c'est important aussi, et notamment pour les entreprises locales, les très petites entreprises ou les PME, parce que là, c'est du marché qui n'est pas délocalisable. Et je crois que c'est important aussi pour qu'on ait de l'emploi localisé. Madame Dumoulin. C'est bien de reprendre une des propositions du président de Sarkozy qui voulait réserver une partie de l'offre publique aux PME. Donc, je vois que vous rejoignez tout à fait cette proposition. Juste revenir sur ce qui a été dit. On voit encore les grands démons de la gauche, toujours plus d'argent public qui est dépensé, et on sait très bien que c'est ce qui nous a amené à une situation catastrophique, et il faut effectivement baisser cette dépense publique. On est un des pays où on a le plus de dépenses publiques, et si on ne veut pas que cette dette, parce que la dépense publique non financée, c'est de la dette, ou alors c'est de l'augmentation d'impôts, il faut le dire. Quand on fait la dépense publique, on va creuser la dette, ou alors on augmente les impôts. Et ça, c'est vraiment important qu'il faut que les Français et les gens, l'habitant du Mantois qui nous écoutent le sachent bien. Toutes ces dépenses, ça va vraiment à contresens de ce qui a été dit. Vous savez, je ne sais pas si vous savez que le président du Conseil économique et social, Christian Saintif, qui n'est pas du tout quelqu'un de droite, il est plutôt proche du MoDem, a démissionné parce qu'il pense que toutes les décisions du président Hollande vont à l'encontre à la fois des préconisations de la Commission européenne, du FMI, de l'OCDE. Et il dit que d'ici 2013, 300 000 chômeurs en plus. Pourquoi ? Parce que ce ne sont que des dépenses publiques. Moi, je pense qu'il faut absolument revenir à ce qui crée de la richesse dans notre pays, c'est l'entreprise. Et il faut favoriser ces entreprises. Moi, tous les chefs d'entreprise que je rencontre me disent baisser les charges. Elles sont vraiment trop élevées. Donc, on a mis en place la TVA sociale pour baisser les cotisations sociales. Et que fait le Parti socialiste ? Il augmente les cotisations sociales à la fois des salariés et à la fois des entrepreneurs, des patrons, ce qui va encore aggraver la situation. Donc ça va vraiment à l'encontre de ce qu'il faut faire dans notre pays. Sur les contrats de génération, on ne sait pas du tout comment ça va être financé. Ça, c'est vraiment encore quelque chose d'hallucinant. Et juste pour continuer encore sur ce qu'a dit Madame Descancrony, il faut savoir que le financement croisé, c'est à la fois des dossiers qui sont préparés par les associations ou les mairies et qui sont examinés par le département et la région. Si au lieu d'avoir plusieurs interlocuteurs, donc plusieurs fonctionnaires, plusieurs commissions, on n'en a qu'un, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes moyens mais un seul interlocuteur, là on fait des économies, on mutualise. C'est comme ça qu'on arrive à faire des économies, Madame Descancrony. Ce n'est absolument pas en créant des emplois publics. Sur les initiatives que j'ai prises sur le territoire, parce que depuis que je suis députée, j'ai pris l'initiative. J'ai fait un forum de l'apprentissage parce que trop de jeunes ne trouvent pas d'entreprise à l'UIT, en collaboration à l'UIT. C'est une initiative personnelle que j'ai prise. J'ai organisé une journée création d'entreprise à l'UIT pour mettre en situation des personnes face à des interlocuteurs. Ça, c'est des situations que j'ai prises. Vous, Madame Descancrony, qu'avez-vous fait pour la formation ? Qu'avez-vous fait pour l'apprentissage ? Alors que vous êtes conseillère régionale depuis 8 ans. Citez-moi une seule de vos initiatives que vous avez faites, que vous avez prises sur ce territoire. Et le pire, c'est qu'il y a un dossier dont vous auriez pu être vraiment partie prenante, c'est l'IUT. Vous savez que l'IUT, c'est très important sur la formation. L'IUT de Mantes, il lui manque à peu près 6 millions d'euros pour pouvoir assurer ce déplacement. Et sur l'IUT, le seul partenaire qui ne répond pas, c'est la région. Le Conseil général a donné son avis, l'État a donné son avis, la région n'a pas donné son avis. Moi, j'ai écrit au président Huchon, mais j'ai écrit plusieurs fois au président Huchon, il ne prend même pas la peine de répondre aux députés. Vous savez, moi, si je ne répondais pas à mes électeurs, il ne serait pas content. Moi, j'ai la décence et puis j'ai la responsabilité de mon poste
Et c'est ce que je fais. On va laisser Qu'avez-vous Madame fait Descamps sur répondre. tous ces sujets?